Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un conte classique qui est juste magnifique. On va découvrir ensemble la vie secrète des fleurs et explorer cette fine frontière entre ce qui est un rêve et ce qui est peut-être la réalité. Alors, tout commence avec une question. Une question toute simple, vraiment touchante, d'une petite fille qui s'appelle Ida. Imaginez la scène. Elle se réveille et là, elle découvre que son joli bouquet qu'elle aimait tant est complètement fané, parti pendant la nuit. Et donc, pour comprendre que fait-elle, elle va voir un ami, un étudiant. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est un maître conteur, le genre de personne qui sait raconter des histoires incroyables et qui en plus sait découper des silhouettes en papier super amusantes. Bref, la personne parfaite à qui poser ce genre de questions. Et la réponse qu'il lui donne, ce n'est pas du tout une réponse scientifique, pas du tout. C'est une réponse magique. C'est la porte d'entrée vers un monde complètement fou, un monde où les fleurs, en fait, ont une vie secrète. Alors, voilà ce qu'il lui raconte. Apparemment, quand tout le monde dort, quand nous, les humains, on est au lit, les fleurs, elles, ne dorment pas. Elles s'échappent discrètement et se rendent au château d'été du roi Tulipe pour un grand bal. Oui, un vrai bal. Et attention, ce n'est pas juste une petite fête improvisée. Oh non, c'est un événement ultra organisé avec une véritable cour royale. Chaque fleur a son rôle. On a les deux plus belles roses, qui sont le roi et la reine évidemment. Les crêtes de coq écarlates, ce sont les officiers. Les violettes bleues, les élèves de marine. Et puis, il y a les tulipes et les lys, les vieilles dames qui s'assurent que tout le monde respecte bien l'étiquette. C'est tout un monde. Forcément, Ida se pose la question, mais comment elles font pour s'inviter pour se parler? Et l'étudiant a la réponse, bien sûr. Il lui révèle leurs secrets. Elles communiquent par pantomime, c'est ça leur langage. Elles hochent la tête, elles font bruire leurs feuilles au vent, et pour elles, c'est aussi clair que des mots pour nous. Mais voilà, alors qu'on est en plein dans ce monde imaginaire, quelqu'un vient tout gâcher. Un visiteur. Le texte l'appelle l'ennuyeux conseiller, et ça lui va très bien. Il entend l'histoire et se moque ouvertement. Pour lui, ce ne sont que des bêtises. Et là, on a le cœur du conflit, c'est parfaitement illustré. D'un côté, on a la vision de l'étudiant, pleine de poésie, les fleurs ont une vie secrète, elles dansent la nuit. Et de l'autre, le conseiller, terre à terre, c'est une fantaisie stupide, pas faite pour un enfant. C'est vraiment la magie de l'enfance contre le scepticisme des adultes. Mais Ida, elle ne se laisse pas démonter par le conseiller. Pas du tout. Elle choisit son camp, celui de la magie. Alors tout doucement, elle prend ses fleurs malades, ses fleurs fatiguées, et elle les installe dans le lit de sa poupée, pour qu'elles se reposent, en espérant que ça les guérira. Et c'est cette nuit-là que tout bascule. Alors qu'Ida est censée dormir, quelque chose se passe. La magie de l'histoire va devenir bien réelle. Elle est réveillée par une petite musique. Elle jette un œil dans la pièce d'à côté, et là, c'est un spectacle incroyable. L'histoire de l'étudiant n'était pas une invention. Toutes les fleurs sont là, en train de danser au clair de lune. Le bal a lieu dans son propre salon. Et la scène est pleine de détails extraordinaires. Il y a un grand lys jaune qui est au piano. Ses propres fleurs, celles qui étaient malades, se sont levées du lit de la poupée et participent à la danse. Et le plus drôle, c'est que le conseiller grincheux est là aussi, mais sous la forme d'une poupée de cire qui essaye de tout gâcher. Et bien sûr, sa poupée, Sophie, qui était rangée dans un tiroir, se réveille au milieu de tout ça. Et Sophie, sa poupée, est d'abord un peu contrariée, on peut la comprendre. Elle se réveille et demande pourquoi personne ne l'a prévenue qu'il y avait un bal. Mais très vite, elle n'a plus qu'une envie, participer à la fête. Alors, elle est invitée à danser. Elle est tellement contente qu'elle dit aux fleurs qu'elles peuvent garder son lit pour toujours. Les fleurs, de leur côté, la remercient pour ce lit si confortable. Et hop, la voilà qui se joint à la danse, complètement embarquée dans la magie. Mais au milieu de toute cette joie, les fleurs ont quelque chose d'important à dire. C'est un message un peu triste, un peu doux amer. Elles expliquent que toute cette danse, toute cette fête, ça a un prix. Le lendemain matin, quand Ida se réveille, la magie de la nuit a disparu. Elle retrouve ses fleurs et elles sont encore plus fanées que la veille. Elles sont complètement sans vie. On pourrait croire que c'est la fin, mais pas du tout. Les fleurs ont laissé un message, transmis par la poupée Sophie. C'est leur dernière volonté et c'est surtout une magnifique promesse de renaissance. Ida va donc honorer leurs souhaits. Le matin, elle constate qu'elles sont mortes. L'après-midi, elle prépare une très jolie boîte en papier pour leur servir de cercueil. Et le soir, avec l'aide de ses cousins, elle organise de véritables funérailles dans le jardin. C'est un adieu plein d'amour et de respect. La scène est très touchante. Ses cousins forment une sorte de garde d'honneur. Ils creusent une petite tombe et Ida donne un dernier baiser à ses fleurs avant de fermer la boîte et de la mettre en terre. C'est un vrai rituel d'adieu. Au final, cette histoire ne nous laisse pas avec de la tristesse. Bien au contraire. Elle nous laisse avec un sentiment d'espoir, de continuité. Elle pose cette question:
Que se passe-t-il si on choisit de voir la magie même dans les cycles de la vie et de la mort? C'est une invitation à trouver l'émerveillement, même quand on doit dire au revoir.